Chers auditeurs, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. Aujourd'hui, on discute matériaux, fabrication de cadres de vélo avec mon ami ingénieur Nicolas Côté. C'est parti! Dans cet épisode, vous allez découvrir tout ce qui se cache derrière la fabrication des cadres de vélo en carbone, en acier, en aluminium, les caractéristiques des différentes composantes. On va aussi parler du titane. Bref, c'est vraiment, vous allez voir, j'étais très content de discuter de ça avec Nicolas Côté. Ça faisait longtemps qu'on avait planifié cette discussion et je me retrouvais comme un enfant dans la chocolaterie. J'étais vraiment très excité pour avoir eu envie de construire des vélos moi-même toute ma jeunesse, ayant même débuté des journées à l'Université de Montréal en génie mécanique. J'étais hyper content de pouvoir jaser avec Nicolas Côté de tout ce qui se cache derrière la fabrication des vélos, des différents types de carbone, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qu'il faut qu'on recherche dans un cadre de vélo lorsqu'on veut performer, lorsqu'on veut du confort, bref. J'espère que vous allez apprécier cet épisode autant que moi. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Hey Nicolas Côté, aujourd'hui, je te reçois au podcast pour qu'on se fasse... on se gâte, là. On se gâte sur notre côté geek. Nous, ça fait longtemps qu'on se connaît. On en parlait tantôt que la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, c'est toi qui m'as introduit à la Team iBike. Oui, moi, j'essayais d'avoir des bike fit gratuits. En tant que personne qui n'aime pas payer pour des choses dans la vie. Ouais. Je m'en rends compte de plus en plus à force que je suis un employé salarié maintenant, puis j'ai un revenu stable, que des fois, tu n'as pas le choix de payer. Payer pour un bon bike fit, ça fait partie des choses sur lesquelles tu devrais dépenser de l'argent. Fait que c'est quoi tes trucs si les gens veulent essayer de se quitter un bike fit gratuit à la clinique? Moi, je trouve que tu as amené beaucoup de valeur ajoutée. Oui, ben en fait, je pense que toi, tu m'as apporté beaucoup de valeur ajoutée. Au fil du temps, au fil du temps, je suis tombé là-dedans, pieds joints. Ouais, donc c'est ça. Je pense en 2018, ou hiver 2017 à 2018, qu'on a commencé à se parler. Ouais. Puis une de tes premières capsules, c'était le premier mardi cycliste de la saison 2018. Je crois que le grand Nick Côté avait peut-être fini sur le podium à celui-là. Ou lui d'après, là, c'est ça. Donc, premier mardi cycliste de 2018. Insère le lien vers la vidéo ici. Je ferais ça, ouais, effectivement. Je me souviens, je pense qu'il y avait un genre de ping, Nick Côté, puis ping, Nick Côté. Ça se peut, man. Ça fait... Ça c'est les... Genre, je me réalise que... En fait, tu sais comment ça marchait, cette stratégie-là de contenu, hein? C'est parce que, genre, j'avais pas assez de monde pour remplir mon horaire. Fait que je faisais des vidéos, puis je les éditais dans mes trous, puis à un moment donné, l'horaire était plein. Fait que là, tranquillement, j'ai délégué beaucoup de montage. Mais ça, c'est un bout que j'aimais faire, là. A à Z, là, le filmer, le monter, puis le poster. Puis dans le temps, c'était aussi facile parce que le reward était élevé parce qu'on avait vraiment beaucoup de views quand tu mettais ça sur Facebook, parce que ça commençait les vidéos, mettons, sur Facebook. Puis ça apportait de la validation, puis le monde aimait ça quand même. Tu avais fait des quotes, genre l'important, c'est pas d'aller vite, c'est d'avoir l'air d'aller vite. D'avoir l'air d'aller vite. Avec ma giga potence. Ouais. Mais on a appris plus tard que c'est parce que mes bras sont longs. C'est ça. C'est juste pour ça que j'ai une grande potence. Là. C'est pas parce que j'ai envie d'avoir mal au dos ou que je suis un masochiste. T'étais un nageur, t'avais des longs bras. Ouais, c'est ça. Donc j'ai les bras de quelqu'un de 6 pieds 2, mais je mesure 5 pieds 9. Fait que tu peux t'allonger sur un bike, mais tu peux prétendre que c'est parce que t'es aéro. Je peux me gratter les genoux sans me pencher aussi. Là. L'autre avantage. L'autre feature que t'as développé. OK. Fait qu'aujourd'hui, pour les auditeurs, là, dans le fond, on va jaser de construction de vélo. T'as amené des petites lamelles de carbone, de composite. On va parler de toutes les choses que les cyclistes devraient savoir quand ils commencent. T'sais, on va essayer de se mettre en tête je vais dire des passionnés de vélo, mais qui sont pas geeks. Parce que moi, j'en ai plusieurs des clients puis des amis qui aiment beaucoup le vélo, mais mettons, le type de carbone T1000, T800 sont comme plus le chiffre est élevé, plus que c'est cool. Fait que D'habitude, c'est ouais. Donc, par où tu commencerais si tu avais à expliquer la construction des cadres de vélo? Maintenant qu'on... Bon, on va parler des matériaux, bien sûr.
qui ont des propriétés intrinsèques tous différentes. Là, en ce moment, l'industrie, ça pousse vraiment le vélo en carbone. Fait que, la fabrication d'un cadre en carbone, comment tu l'expliquerais, toi, de A à Z pour que les gens comprennent c'est quoi le processus, pourquoi ça coûte ce prix-là? Pourquoi, en fait, ça coûte vraiment pas cher? C'est vu qu'il est fait en Asie, peut-être. Ouais, je commencerais peut-être par une petite note. Là. OK, note de bas de page. Je veux pas que ça soit un rant sur notre vidéo. Parce que t'aimerais ça aussi que les choses continuent à être gratuites pour toi, là? Non, pas nécessairement. Parce qu'il y a énormément d'informations sur le marché. Ouais. Il y a une grosse machine de marketing derrière les manufacturiers de vélos. Puis après ça, il y a la mode. Ouais. Donc, si on part, on peut avoir une petite quote, là. « Steel is real, but carbon wins the tour ». Ça, c'est bon. C'est la porte d'entrée pour le cyclisme, mettons... quelqu'un de nouveau, là, ça peut être assez complexe. Ouais. Moi, je pense qu'il faut mettre ça en relation aussi avec des prix. Fait qu'on n'hésitera pas, je pense, à mentionner des prix parce que les gens, des fois, ils veulent savoir, mettons, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire avec 5 000 $, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire avec X nombre de dollars. Fait que, la porte d'entrée, maintenant... C'est exécrable. Ça c'est vraiment exécrable. Tu penses que c'est quoi un vélo d'entrée, mettons? Ouais, ça, j'ai commencé, en fait, une de mes premières jobs d'été, là, je travaillais dans un bike shop. Un vélo en aluminium en 105, c'était 1500$. Ça, c'était en quelle année, ça? C'est 2006-7, mettons. Là. C'était combien, tu dis? 1500$. Ouais, make sense. C'était genre ça. Puis, mettons, Carbone 105, c'était 2500, 2800. Carbone Ultegra, c'était 3000. Ouais. C'était quoi le vélo que tu voulais, toi, à ce moment-là? Moi, je faisais du vélo de montagne, donc je comprenais pas vraiment ça, là, de se raser les jambes, puis d'avoir un bike de route. Là. Éventuellement, j'en ai acheté un parce que je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un petit peu d'aptitude cardiovasculaire pour faire de la descente en vélo de montagne. Ouais. Puis, vu que j'avais des rabais dans un bike shop, là, je me suis justifié le fait que j'avais besoin d'un vélo de route. Y a-tu quelqu'un dans un bike shop qui a jamais tout dépensé sa paye au bike shop à cost plus 10? Je pense que c'est comme... c'est comme ça que tu recrutes les employés, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai des amis qui travaillent le minimum d'heures par année dans un bike shop pour garder leur deal chez Shimano S-Tech. Make sense. Donc, c'est... Puis aussi, il y a besoin de main-d'œuvre. Des problèmes de main-d'œuvre partout. Fait que si on revient à notre début, là, l'entrée de gamme, mettons, 2006, 2007. Moi aussi, c'était les années que j'ai travaillé dans le bike shop. Dans ce temps-là, mon vélo drive, c'était je pense que c'était genre un Opus Staccato. C'était genre un vélo tout en carbone, en Ultegra, genre 3400. Ouais, j'étais comme, je peux pas me payer ça, c'est trop cher. Exact. Mais j'avais un Trek 2100 qui était fourché au banc carbone, acheté used pour 1100$. C'est ça. Puis maintenant, là, tu rachètes le même vélo. C'est léger, c'est facile à entretenir. C'est du vieux haut de gamme. Ça va toujours aller bien. Ça va toujours aller bien. Ouais, moi, je pense aux vélos que je vois souvent passer ici. Là, les gens qui s'achètent des Super Six avant qu'ils fassent la refonte du modèle, il y a comme 5-6 ans, là, les Super Six, man, c'était des vélos tellement légers. Là. Oui. C'est incroyable, ces bikes-là. Je suis comme, là, le monde, j'ai payé ça pour 1500$ sur Marketplace. Je suis comme, man, vends jamais ça. C'est le meilleur bike que t'auras jamais. C'est un excellent vélo. Puis les gens qui font du hill climb, là, c'est genre Super Six iMod en SRAM Red 10 vitesses. Là. Exact. Ça pesait genre 14 livres stock. Tu coupes le guidon. Exact. Tu coupes le guidon, tu coupes la tige de sel, tu enlèves le gros plateau. Je parle de Phil. Phil Gaiman. Exact. On parle de Phil Gaiman. On a compris la référence. Donc, ouais, fait que là, c'est ça, dans ces années-là, le prix des bikes, c'est sûr que si ça suit l'inflation, ça va doubler là, à toutes les 7 à 10 ans. Mais... Ouais, mais mettons, ma paye, elle n'a pas doublé depuis 7 ans, là, puis le prix des vélos, il a triplé. Là. Ouais, effectivement. Fait que, donc, il y a un gros gain en popularité. Là. Mais y a encore des options en aluminium, tu sais, en entrée de gamme? Il y en a encore, mais je pense que le marché Big Bike fait en sorte que le vélo de route s'est rendu populaire, puis parce que c'est populaire, ça coûte cher. Ah, il y a cette tendance-là. La possibilité, ouais, il y a un gros... Je veux pas bâcher sur Specialized. Je donne juste un exemple comme ça. Là, parce ça, c'est une drôle de prémisse.
Specialized fabrique des excellents vélos. Oui. Mais je prends un vélo de montagne, le plus top haut de gamme Specialized, Ouais. double suspension, Ouais. frame en carbone, roue en carbone, dérailleur électrique. C'est 13 000 $. Donc, tu as une fourche à choc en avant, tu as une Juste ça? choc en arrière. t'as un J'aurais frame- le goût de dire 18, mais... Non, c'est ça. Tu as un frame en carbone, un guidon en carbone, un poteau de selle télescopique Faut- qui est sans fil. Faut que tu name drop le modèle, excuse. Stomp Jumper, Specialized S-Work. là. OK. J'ai regardé le prix un matin, en fait. Tu fais 13 bien. 000 Tu ce fais bien. matin. Tu fais bien. Puis un tarmac SL8 avec un frame en carbone. Pas de suspension. Pas de suspension, des roues en carbone, des dérailleurs électriques. 18 000. Ouais. C'est en tant que personne qui a déjà travaillé avec des matériaux composites, Ouais. la complexité de fabriquer un cadre avec des pivots de suspension en multiples parties Ah ouais. Hein. versus fabriquer un bike de route. Il ne va pas me dire qu'il y a plus de recherche et développement dans le modèle de bike de route que dans le modèle de bike de montagne. Là. Non. Tu sais, OK. dans les deux cas, c'est des athlètes de haute performance qui vont les utiliser. Ah, c'est une bonne comparaison. J'avais jamais pensé à ça. C'est Parce ça. qu'effectivement, là, tu sais, puis en plus, sur le bike de montagne, je veux dire, tes contraintes auxquelles ton vélo fait face sont immenses comparées Oui. à sorte d'une ampleur. C'est ça. Puis une partie de ça, je pense que c'est le marketing de vélo de route. Tu sais, c'est un sport de performance que c'est des aptitudes physiques. Ouais, du vélo de marche. Donc, moi, mettons, si je vais monter un col, Ouais. je pèse 175 livres, je pousse X nombre de watts, ben, je vais monter à telle vitesse. Ouais. Puis c'est ça qui est ça. Ça se résume ainsi. Tandis qu'en vélo de montagne, c'est un sport d'aptitude. Tu sais, c'est des skills que tu as. Le pilotage. Du pilotage qui Ah va ouais. faire que tu vas vite ou que tu vas pas vite. Ouais. Tu peux faire une comparaison avec du golf. Là, tu sais. Ouais. Du golf, là, il y a tout le temps, à chaque année, un nouveau driver qui sort que tu vas frapper plus loin. Mais ça fait 20 ans qu'il roule la même cassette, 30 ans. Le vélo de route, c'est la même chose. Oh, là. ouais, on est d'accord. Mais comment on fait pour pas tomber dans le cynisme? Là, tu sais, c'est quoi les choix qu'on peut faire quand on est un... J'ai deux questions. Je veux donner des outils, comme on l'avait fait avec Charles Ouimet dans l'épisode sur les tendances cyclistes. Je veux qu'on donne des outils pour les gens qui sont justement un peu découragés puis qui finalement vont peut-être laisser faire l'achat d'un vélo plutôt que de rentrer dans ce monde-là intimidant. Je veux que les gens aient des outils. Puis mon deuxième question qui va venir après, ça va être un peu... On va parler de construction avec des matériaux composites. Oui. Ça, c'est le bout. J'ai hâte de te montrer mes lamelles de composite. J'ai très hâte d'y toucher. Pour quelqu'un qui n'a jamais Toucher des lamelles. touché des lamelles de composite, mais ressenti les propriétés du matériel. Est-ce que ça, là, on va pouvoir laisser ça à la clinique pour que les clients y regardent ça? Ça, il faudrait que tu m'amènes ça. Hein. Je vais pouvoir t'en laisser un set. Parfait. Fait que là, Ceux-là, je peux pas te les laisser. Parfait. Je les ai eu de prêter. parfait. Mais tu sais que les clients vont l'écouter puis vont rentrer dans la clinique puis ils vont me demander sont où les lamelles. Sont où Je veux les toucher lamelles? les lamelles. Chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour vous demander si vous appréciez cet épisode, seulement si vous appréciez cet épisode, de bien vouloir suivre les pages Physio Vélo. Et si vous voulez aller plus en profondeur, c'est simple, vous vous inscrivez à notre infolette. Le lien est sous la vidéo ou dans la description du podcast. Vous allez vraiment rentrer dans la grande famille Physio Vélo en faisant ça, puis vous allez aller encore plus en profondeur dans les sujets passionnants du cyclisme, tout ce qui touche au positionnement, mais aussi le côté geek lorsqu'on parle de performance, de prévention des blessures et bien sûr de bike fitting. Je t'en fabrique un set, puis je pourrais t'en laisser. OK, fait qu'on commence par la question de comment on fait pour pas tomber dans le cynisme, puis par où qu'on commence pour s'acheter un bike. Qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir du plaisir? 2000 $ de budget, Nick. Qu'est-ce que tu fais? Donc, moi, exact. Moi, je commence... donc, si tu achètes du neuf, tous les vélos neufs d'une marque à l'autre, c'est très, très comparable. Ils sont tous faits probablement par Giant. Ouais. Les trois sont usines, montés en Shimano, Sora, Tiagra 105, etc. Donc, tu choisis lui qui est dans ton budget puis que tu trouves que la couleur, elle est belle. Ça, c'est important parce que si tu le Ultimement, trouves là, beau, tu vas le rider. C'est ça. Si tu as une contrainte de budget qui est un petit peu plus sévère, à ce moment-là, le marché de l'usager devient quand même assez intéressant.
Le marché de l'usager, tu y vas avec un bon chum. Donc, pour la personne qui commence, le néophyte là, en vélo, je sais que peut-être Charles sera pas content que je dise ça, là, mais moi, je dirais d'aller avec Charles, il va être content un vélo d'être avec pas des content. freins surjantes. Tu peux pas vraiment te tromper. Là. Ouais. Des freins à disque, c'est indéniable, c'est meilleur, ça freine plus, ça freine quand il mouille. Mais quand est-ce que tu roules? C'est quoi la proportion de gens qui se disent « il mouille, est-ce que j'ai le goût d'aller biker? » C'est ça. Tu sais, les seules fois que j'ai roulé dans la pluie, c'est quand j'ai fait une course. Puis que j'avais déjà payé pour mon inscription, puis j'étais là. Ça fait que là, je me suis dit, je vais pas gaspiller mon inscription. Puis même là, c'est fini ce temps-là. La dernière course que j'ai faite dans la pluie, c'est l'an dernier. Cette année, le Grand Prix au circuit Gilles Villeneuve. Il y avait de la grosse pluie, puis il faisait fret. C'était dégueulasse. Je me suis inscrit, je me suis pointé, je suis parti à la maison. Ça me tente pas. Il va en avoir une autre course la semaine prochaine. Tu allé faire des tartes aux pommes? Non. Le monde ne savent pas que tu es un grand cuisinier, je pense. C'est par moment. Par moment. Par moment. Les tartes aux pommes, c'est une fois par année. C'est... Le temps des mais là, on divague. Là. Ouais, mais c'est des features importants à C'est des savoir. features importants. C'est parce que c'est ma grand-mère qui m'a légué cette tâche-là pour toute la famille. Wow. Donc, il faut que je produise mes 25 tartes à chaque année puis que j'en donne à tout le monde de la famille. C'est ma tâche. Okay. C'est moi qui ai hérité de ça, de la recette. Invite-moi au meal prep, je vais venir t'aider. Je vais rouler de la pâte. L'année passée, j'en ai fait toute une journée parce qu'il pleuvait. Ben, c'est ça, j'allais dire, la course qui pleuvait, Chris, c'est le temps parfait pour faire de la au printemps, quand il fait frais, c'est pas le temps des pommes. Là. Tu fais pas de tarte aux pommes au printemps. Là. OK. C'est non. Fait que donc, on n'a pas besoin de freins à 10 parce que... Oh, Chris, donc, on veut c'est pas ça. rouler Pour la personne qui est nouvelle, c'est ça, des freins à disque, ça nécessite un peu plus d'entretien. Ouais. Moi, je trouve ça intimidant. Le monde pense que je sais tout faire sur mon bike. Ça, je trouve ça fucking intimidant. C'est un peu plus d'entretien. Il faut certaines consignes à ne faire, à ne pas faire. Des freins surjantes, ça marche tout le temps. Ouais. C'est là juste au début de la saison. Puis s'il frotte, tu gosses avec tu pivotes l'étrier, puis ça redevient correct. Ouais. Freins surjantes, 105 usagers. C'est ça. Donc, la porte d'entrée, c'est beaucoup moins cher. Là. Un vélo en aluminium en 105 avec des freins surjantes, là, tu peux avoir ça pour 1000$ slash en bas de 1000$. Faut pas oublier que en commençant, tu t'achètes un casque, tu t'achètes des vêtements, tu t'achètes des chaussures, des pédales. Tu veux faire un bike fit aussi. Là, je prêche pour ma paroisse, mais le monde qui abandonne le vélo parce qu'ils sont pas bien sur leur vélo, là, c'est une grosse proportion de gens. Puis c'est pas parce que c'est un mauvais bike. Là. C'est ça. Puis même, t'en vois à chaque semaine, là, quand tu t'en vas à l'arrêt du jeudi soir, là, du monde avec des vélos à 14 000$, que leur selle est 5 cm trop haute. Puis, c'est comme si j'ai le pénis engourdi, j'ai mal au pénis. C'est ça. Donc... Puis là, il dit, ah oui, je suis allé me faire un fit, là, mais c'est qui te l'a fait? Là? C'est le gars qui avait 15 ans au bike shop qui t'a ajusté la selle. Full disclosure, j'ai eu cet âge-là, j'ai sorti de fait des affaires d'ajustement de selle vraiment PS. Vraiment pas adapté quand j'étais au bike shop. Mais bon. C'est ça. Fait qu'il faut penser aux dépenses, effectivement, qui sont autres que le vélo. Genre le soulier à clip, la pédale. Exact. Donc, dépenses autres. Maintenant... tu as quand même beaucoup d'options, étant donné qu'il y a plus de choix, c'est rendu plus populaire. Mm-hmm. Tu peux avoir des bonnes chaussures, des bonnes pédales là, pour des bonnes chaussures 100-150$. Il y a quelque chose qui va être amplement suffisant là, pour commencer. Là. Puis comment on fait pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas corréler le confort avec le prix payé, genre? Faut juste pas le faire. Donc, ultimement... le confort va venir de... Le prix plus élevé, il vient de quoi souvent, genre? Ton vélo va être léger. Non, mais si on parle de... Moi, je pense beaucoup aux souliers, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de pied, puis souvent vont dépenser plus cher sur un soulier très haut de gamme, mais finalement qui devient très, 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 très rigide. Puis là, ben, ça amplifie leurs problèmes de pied, parce que quand tu pousses 150 watts, ben, t'as pas besoin d'une chaussure ultra rigide qui te fait mal aux pieds, tu sais. Ouais, puis aussi, dans la vie de tous les jours, si tes chaussures de bike sont tellement rigides, puis que tu fais genre 12-15 heures de vélo par semaine, après ça, tes pieds deviennent tellement faibles. Ouais. Tu es comme plus capable de marcher tellement que t'es comme plus habitué de forcer de tes pieds.
T'es un spécialiste du pied, toi? Non, j'aime pas les pieds. Là. Ah, juste full disclosure, j'aime pas les pieds. Non, ça... OK, fait qu'on passe à l'équipement, puis c'est ça, il faut penser au départ. Parce que, tu sais, si tu as un budget de 2000, finalement, il faut quasiment que tu fasses comme 1000 sur le vélo, puis 1000 pour c'est ça, les trucs 1000 que tu as sur le vélo, besoin. 1000 pour le reste. Ah, puis ouais. après ça, ta deuxième, troisième année, si t'aimes ça, Ouais. mais là, à ce moment-là, vas-y, lâche-toi lousse T'upgrades les roues, des fois. dans les dépenses. Parce que je pense qu'il faut voir ça comme une courbe asymptote, dans le sens que tes premiers 1000 $, ils t'amènent beaucoup de... Ouais. Une immense différence, puis à chaque 1000 $ additionnel, tu doubles pas le confort. En fait, tu fais x.5. Fait que, tu sais, ta courbe... Ouais. Tu sais, moi, dans ma tête, je le répète souvent, cette affaire-là, mais moi, dans ma tête, je dépense jamais plus que 3000 $ pour des affaires de vélo. Fait que, tu sais, c'est sûr que des fois... T'as plus là, vraiment de choix pour 3000, là. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mes plus récents achats... L'année passée, j'ai acheté un Feld contre-la-montre usagé, juste le frame, 1000 $. Ouais. C'était en mécanique, c'était en Ultegra mécanique. J'ai pris pas de roue, les freins étaient à changer. Mais je suis comme, ça n'existe plus, ces deals-là. Fait qu'il faut vraiment que tu les cherches. Qui l'aurait acheté à part toi? Là? Ou moi, mettons. Ouais. C'est le Ouais. crowd qui s'en va faire du Ironman, là, ça te coûte 1000 $ pour faire ton inscription. Ouais. Puis je sais pas combien pour aller faire ton camp d'entraînement. Ben, moi, c'est sûr que ma démarche, c'était, tu sais, je veux refaire du triathlon, je veux me mettre en position de TT, Ouais. puis je sais pas si je vais réellement Ouais. aimer ça. Fait que mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, tu peux mettre, si tu mets 3000 $ sur une bonne paire de roues, cette paire de roues-là, man, elle va te toffer 5-10 ans, certains. Là. Ouais, jusqu'à temps qu'il y ait la un nouveau, qu'il y ait un nouveau Un standard. nouveau standard là, qui c'est ça. vient Mais bref, OK, fait que 1000 $ pour le bike, 1000 $ pour l'équipement. Ça, c'est comme le 1000 $ pour le vélo, c'est comme le strict minimum. Là. C'est Ouais. sûr, en bas de ça, là, ça va tomber dans un petit déclin de la qualité où ça va tellement être usagé qu'il va falloir mettre 400 $ de pièces de spare sur ton vélo pour tout changer essentiellement là, parce que tout est usé. Hein. Effectivement. Si tes pignons puis tes plateaux sont usés Ouais. puis tes dents sont rendues full pointues, là, Ouais, c'est ça. là, t'es un peu dans le pétrin parce que ton 1000 $ vient de se transformer en 1800 $. Là. Exact. Mais la porte d'entrée pour l'analyse de la construction des frames, j'ai comme l'impression que c'est la fameuse question, est-ce que le carbone, tu sais, après une couple d'années, c'est plus bon? Tu sais, parce qu'au début de la construction des cordes en carbone, années 95-2000, il y avait cette espèce de mythologie-là autour du frame carbone que, tu sais, on pouvait pas le mettre sur un trainer, qu'après quelques années, c'était plus bon. De où on part? Puis de où ça part, en fait, cette mythologie-là du Ça, carbone qui était... Probablement parce que c'était vrai jadis. Là. Jadis, ouais. Je pense que les premiers cadres en carbone qui sont sortis, c'était des genres de lugs ou des... C'est des raccords. Des raccords en aluminium Ouais. avec du carbone qui était collé dedans. Donc, l'adhésif que tu avais en 1990 puis l'adhésif que tu as aujourd'hui pour le composite, ça l'a énormément évolué. Mm-hmm. Puis... si la préparation de surface n'est pas bien faite entre l'aluminium et le carbone, ben de l'aluminium, ça corrode. C'est quoi, c'est une préparation de surface? Dans le fond, pas trop être trop technique, là, mais il y a de la corrosion galvanique qui se passe entre le carbone et l'aluminium. Donc, essentiellement, l'aluminium va rouiller sur le carbone à l'interface où ce que les deux matériaux se joignent. Okay. Donc, c'est à cause de ça que ça va casser ou que ça va se détériorer. Donc, est-ce que c'est vrai que dans un... Là, je fais un parallèle parce que tu parles des jonctions. Est-ce que c'est vrai que la jonction sur un... Tu sais, par exemple, sur un frame en aluminium hydroformé, qu'on dit, je pense? Oui. Est-ce que ça, la soudure est plus résistante que... Tu sais, c'est où que ça va casser? Souvent, ça va casser juste à côté de la soudure. Là. OK. Quand ça casse. Ouais. Les vélos en... Il n'y a pas beaucoup de vélos en aluminium qui restent maintenant. Là. Non, c'est vrai. La manufacture de composites s'est rendue assez... C'est-tu parce que c'est devenu plus abordable? C'est-tu parce que ça a été Oui. mainstream puis dans le fond, maintenant, tu n'as plus d'intérêt à faire du aluminium? Je pense que le prix que ça va coûter pour souder un cadre en aluminium versus laminer un cadre en composite, là,
c'est rendu... c'est tout fait dans des pays à faible coût. Là. Ouais. Juste pour te donner un exemple, là, dans l'industrie aéronautique, si tu fabriques des pièces en composite ici à Montréal, ça va être 120$ US de l'heure au coûtant. Prix de l'employé, avantages sociaux, la bâtisse, etc. Puis, il y a énormément de composites en Afrique du Nord. Donc, tout le Maghreb, là, il y a beaucoup de... Moi, je pense que les vélos-look ont été faits là aussi pendant... Oui, les vélos-look, c'est fait là. Ben, là-bas, c'est 6 € de l'heure que ça coûte. Aïe, aïe. Donc, tu l'as, la différence. Hein? Ouais. La décision. Euro US, là, le taux de change similaire. Pour un pour un. Donc, ça va coûter excessivement moins cher à fabriquer ça ailleurs. Les coûts de matériel là, dans un cadre en composite, c'est négligeable. C'est négligeable, hein? Négligeable. Quand ils disent que les matériaux composites, ça coûte cher, là, c'est des menteries. Là. Un gros rouleau de composite, gros comme la table, ça de diamètre, je sais pas, tu fabriques combien de cadres là-dedans, là, mais ça te coûte 2000$. Là. Ah ouais, hein? Wow. Si tu l'achètes en grosse quantité, probablement que ça te coûte encore moins cher. Mais ça, je pense que ça résout l'équation de... Ça explique très, très bien pourquoi les cadres sont... Si tu fais... Premièrement, si tu décides d'avoir un cadre fait aux États-Unis, en carbone, genre à l'aide puis tout, tu peux pas t'attendre à un prix qui est compétitif pour un carbone qui est fait ailleurs... dans un marché à ce c'est coût-là. quand même assez impressionnant le prix qu'ils sont capables de faire. À ça, c'est sûr, tu l'achètes directement d'eux autres, tu passes pas par un distributeur, etc. Ouais. Mais même là, toutes les grandes marques, tu peux les acheter directement d'eux autres maintenant. Là. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient probablement faire plus de profit en faisant ça. Là. Puis pourquoi c'est labor intensive, la composite? Pourquoi ça peut pas être automatisé? Je suis certain que, en ce moment, vu que tu travailles là-dedans, tout le monde s'intéresse à l'automatisation de la... Juste la complexité des mouvements. OK. Pour mettre les feuilles de carbone. Pour mettre les feuilles, la colle. C'est ça, une par-dessus l'autre. Le carbone qui est utilisé dans les vélos, c'est tout du carbone pré-imprégné. Donc, c'est de la fibre de carbone, donc soit du tissé, de la fibre unidirectionnelle, donc ça donne uniquement des fibres dans une direction. Puis, elle est déjà imbibée avec de l'époxy. OK. Puis là, tu la gardes au congélateur pour pas que l'époxy durcisse. OK. Puis là, quand tu la mets dans le four, là, l'époxy, ça kick, puis là, ça durcit. OK. Donc, ces procédés de fabrication-là, tu découpes chacune des couches dans un vélo où il y a probablement 300 ou 400 différents morceaux de fibres. Comme des morceaux de tissu là, des morceaux de tissu. Ouais. Puis, faut pas oublier, c'est du tissu 2 dimensions que tu dois former dans une forme complexe. Qui est un moule? Qui est le moule. Ouais. Donc, dans des portions du vélo, comme le boîtier de pédalier, le jeu de direction. Là, il faut que tu le places, que tu l'aplatisses. Exact. Donc, essaie de plier une feuille de papier autour d'une balloune, par exemple. Il faut que tu aies des mains qui... Ça marche pas. Donc là, il faut que tu coupes ça. Est-ce que c'est comme faire une piñata, man, avec tes parents quand t'es jeune? Exactement. Avec de l'eau et de la farine. C'est exactement ça. Hey, donc, tu peux pas faire ta piñata avec un seul gros morceau. Non. Tu es obligé de le faire en laminant plein de petits carrés, puis en superposant chacun des petits carrés ensemble, comme ça. La charge, les efforts vont passer à travers les couches d'une couche à l'autre. Incroyable. Donc, le placement de ça, c'est obligé. Tu peux pas automatiser ça. Là. C'est trop complexe. Dans l'industrie du composite, il y a très peu d'affaires qui sont automatisées. Il y a une vidéo sur Internet du châssis d'une BMW i3 qui est 100% automatisé. Donc, le châssis il est fait genre les deux côtés de la voiture, le plancher puis le toit. Là. Donc, c'est essentiellement 4 gros morceaux qui sont collés ensemble. Puis le côté d'une BMW i3, c'est assez droit. Là. Puis le toit aussi, c'est assez droit.
Puis ça l'a coûté des dizaines de millions, là, automatiser ça. Ouais. Puis c'est des... tu sais, c'est des panneaux carrés. Là. C'est la forme la plus donc, simple à exact. automatiser. Donc, de faire une forme qui est très petite avec la minutie que tu as besoin pour former la pièce, ça rend l'automatisation impossible. Puis c'est pour ça que la manufacture de vélos en composite dans des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Europe, il y en a très peu ou pas, à part les marques très, très nichées, là, OK. justement à cause du prix. C'est ça. Est-ce que c'est l'heure que j'ai le droit de toucher aux lamelles? Ouais. OK. Passe-moi les lamelles. Ben attends, je vais faire... on parlait de matériaux, là. OK, préambule, lamelles. Matériaux isotropes. Iso, pareil. Ça veut dire que les propriétés du matériel sont pareilles dans chacune des directions. OK. C'est parce que tu as des fibres dans tous les sens? Non, je parle de l'aluminium, de l'acier. OK, donc, parfait. si tu le plies dans cette direction-là, c'est la même affaire. ou dans l'autre Même direction, force, tu tires dessus, tu poses dessus, la résistance mécanique va être la même. Donc, un cadre en aluminium, le tube, si tu le plies dans cette direction-là, il y a la même force. La même résistance. Même résistance, la même rigidité. Parce que le composite est uniquement solide. Mais là, tu parles d'une forme ronde, le cylindrique ronde. Tu pars d'une forme ronde. Parfait. Ou d'une forme carrée. Là, je comprends. tu vas voir dans pas longtemps. J'ai hâte de voir ta réaction. Ouais, tu vas être vraiment... Tu vas être mindfucked. OK, parfait. Désolé. C'est ça que je veux. Il est classé explicite, ce podcast-là. Okay. T'as comme pas le choix si tu veux diffuser. Fait que je me suis dit, on fait ce qu'on veut. Sinon, mais on a été assez bon jusqu'à maintenant. Tandis que les matériaux composites, la raison pourquoi c'est nettement supérieur, c'est que tu peux ajuster la direction des fibres selon la direction du chargement ou du comportement mécanique de la pièce que tu veux avoir. Ouais. Alors, par exemple, si tu as une pièce qui a un chargement en torsion, bien là, tu vas mettre des fibres à 45 degrés pour résister à cette torsion-là. Si tu as une pièce qui est en flexion comme ça, tu vas mettre des fibres dans la direction de la flexion. OK, parfait. Alors, un cadre de vélo en composite, tu es capable de mettre les couches de composite puis l'orientation des fibres. Wow, tu viens d'expliquer pourquoi ils se vendent d'avoir 14% de plus de rigidité en torsion. Finalement, c'est juste qu'ils changent l'orientation de leur... Ouais, ou ils changent le type de fibre de carbone. Okay. Puis on en reviendra à ça plus tard. Puis, peux-tu me parler de l'épaisseur? L'épaisseur aussi. On va en venir à moi, je veux tout savoir. Prochaine chose. Je veux un doctorat honorifique en composite, s'il vous plaît. Donc, ils vont orienter les couches de composite selon le comportement qu'ils veulent avoir. Donc, s'ils veulent avoir plus de rigidité au niveau du boîtier de pédalier, ben, ils vont orienter les fibres d'une certaine façon. Mm-hmm. Alors, ce qui nous vient à nos 3 éprouvettes. Donc, celle-là ici, les fibres sont dans la direction de la longueur. OK. Donc, je t'invite à la fléchir. Donc, tu sens que c'est quand même assez rigide. Ouais. Puis, fais une torsion maintenant. Oh, intéressant. Il n'y a aucune résistance, aucune rigidité. En torsion, ça y va. OK. Mais clairement, pas de flexion. Attends, je vais juste la montrer à la caméra. Pas de flexion. Mais il y a de la torsion disponible. On voit qu'il n'y a pas trop de résistance comme ça. Maintenant, celle-là, fais la même chose. Plie-la. Oh! C'est la même épaisseur, il y a le même nombre de couches. Puis là... Appli. Puis là, tords-la. Aucune torsion. C'est malade. C'est malade, Nick. Il faut que les patients puissent toucher à ça en clinique. Je vais l'amener dans les formations en Europe. Il faut que j'amène ça. Donc, c'est malade. Merci, donc, tu sais, les deux, ils ont exactement la même taille. Wow. Puis il y a le même nombre de couches, ils ont la même épaisseur. Pas la même orientation. Pas la même orientation. On la voit, l'orientation. Oui. Elle est à 45, les fibres. Donc, ça c'est-tu comme ça, comme ça? Oui, c'est alterné, plus 45, moins 45. Ah ouais, on voit. La couche en dessous n'est pas la même. Wow. Donc... Juste ça. Oh, c'est malade. Tu comprends? Ouais, je comprends. Tu comprends que pourquoi un cadre en carbone va être comme mieux. Ben, dépendant de ce que tu choisis.
Ben, en fait, OK, il va être mieux parce que tu peux lui donner les propriétés que tu Exact. désires avoir. Mettons, sur les haubans, tu veux pas la même. Exact. Aux jonctions, tu veux tel. Donc, un cadre en aluminium, la seule manière dont tu peux avoir de la compliance ou un peu de confort avec le frame, Ouais. c'est en mettant des haubans courbés pour que le hauban puisse Il flexe physiquement un peu. flexer. Ouais. Tandis que des bikes en composite, tu peux avoir des haubans droites, Puis il va flexer. puis juste va. ajuster l'orientation des fibres pour te donner une certaine quantité de torsion puis une certaine quantité de flexion que tu veux. Man. Ça, là, ça fait juste me rappeler pourquoi je m'étais inscrit en génie mécanique. Puis tu peux essayer celle-là. Ça, c'est comme un mix des deux. Ah, j'en doute Donc, pas. ça, t'as comme OK, un de petit la peu. rigidité en torsion, Ah, puis en flexion. Ouais. Elle est un petit peu plus épaisse. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Un petit peu plus épaisse, mais OK, je comprends. Fait que t'as un petit peu les deux. Ouais. Fait que ça a été une alternance de longitudinal, Donc, oblique, ça, genre. tu vas en avoir dans à peu près toutes les directions. Ah. Ils appellent ça, c'est utilisé en aéronautique, là, c'est un quasi-isotrope. Ils ont fait un isotrope avec un composite. Ouais, ben quasi-isotrope. Ouais. Presque Parce que c'est pas pareil partout. la Donc, qualité est très- t'as ouais. de la fibre comme dans cette direction-là, dans cette direction-là, dans cette direction-là. Mais est-ce que tu peux en avoir dans toutes les orientations spatiales ou. Ouais, là, ça deviendrait compliqué. Puis chaque orientation, c'est une couche. Ouais, c'est ça. Fait Donc que ça là, dépend si tu de veux pas combien te de couches tu as ramasser, disponibles. c'est ça, là. exact. Ouais, ouais. Puis une couche, c'est épais comment? Tu sais, mettons, ça, c'est combien de couches là, ça fait? Ça va varier entre 0,1 mm dans le plus mince que tu vas avoir jusqu'à, mettons, 0,4 mm. Là, ça commence à être de la grosse fibre. OK. Puis dans les applications industrielles, là, genre des pales d'éoliennes, là, Mhm. tu peux avoir des couches de carbone que c'est épais comme ça. Là. OK. Tu sais, le chargement sur une pale d'éolienne qui pèse 5 tonnes, Ouais. c'est pas la même chose que sur un vélo qui pèse 700 grammes. Là. On peut-tu parler de l'épaisseur du carbone dans un cadre de vélo? Parce que, tu sais, pour les gens, quand ils voient des découpes là, d'un frame, Ouais. ils sont tout à fait surpris, je pense, de la C'est minceur. là. extrêmement mince. Hein. Puis c'est un peu l'industrie du vélo qui s'est dirigée vers l'ajout de légèreté. Ah, OK. La seule façon d'enlever du poids, Dans un composite. c'est d'enlever du matériel. Ouais. Donc, si tu veux que ton frame en aluminium soit moins pesant, ben, t'amincis les tubes. Ouais. Tu veux que le frame en composite soit moins pesant, ben, tu mets moins de carbone. Mais en même temps, quand on parle, par exemple, d'acier, le fait qu'il soit mince, vu que c'est un matériau qui est isotrope, il y a un peu plus de flexion disponible. Tu sais, moi, j'ai un cadre en acier sur mesure, puis il est mince. Là. Oui, il est mince, mais c'est parce que de l'acier, la densité de l'acier, là, Mhm. c'est 7,8 grammes par centimètre carré. Centimètre cube, excuse-moi. Centimètre cube. OK, fait qu'on va dire 7,8. Ouais. L'aluminium, c'est 2,7. Oh. Donc, l'aluminium, c'est Un facteur de 3 quasiment sur 3,5 l'acier. fois moins pesant. Là. Ouais. Puis du composite, c'est 1,2. Oh. 1,1, 1,2, là, tout dépendant là, Ouais. genre de la résine et de la fibre qui est Ouais. utilisée. Après ça, tu as la rigidité du matériel. De l'acier, c'est super, super rigide. Ouais. Du titane, un petit peu moins. Du titane, c'est 4,5 en passant. Merci. Merci. De l'acier, c'est la rigidité, je vais dire des chiffres, là, Ouais. c'est 200. OK. Du titane, c'est à peu près 100. C'est quoi l'unité de mesure? C'est des gigapascales. OK. Donc, c'est pas important. Si on pense à la rigidité, c'est comme un ressort. Si on a un ressort là, qui est vraiment petit, on peut l'étirer beaucoup facilement. Ouais. Puis on a un ressort qui est gros, ben plus de force pour l'étirer de la même longueur. Parfait. Donc, de l'acier, c'est 200. Du titane, c'est à peu près 100. De l'aluminium, c'est 70. Puis du composite, c'est 100 à 150, dépendamment du sorte de fibre. OK. Donc, si on prend la rigidité divisée par le poids, ça fait la rigidité spécifique. Ah. OK. Ça, c'est cours de mécanique numéro 4 là, en ingénierie. Là. Donc, la rigidité spécifique de l'acier, donc si on prend une rigidité de 200 puis on le divise par 7,8, hein, on obtient un certain chiffre. Puis on prend une rigidité de 100 pour du composite, puis on le divise par 1,2. Ouais. On a de quoi qui est pas mal plus intéressant. Ouais. Donc, le composite est beaucoup plus rigide
pour un même poids. Pour un poids équivalent, oui. Donc, tu sais, les frames en acier les plus légers qui vont exister, là, c'est 1,3 kg, Ouais. à peu près, avec la fourche. Ouais. Là. Puis c'est mou comme un spaghetti. Là. Tu sais, quand ils disent qu'un cadre en acier, c'est confortable, là, c'est confortable parce que c'est mou. Mais quand tu sprintes avec ça, t'as l'impression d'avoir une penture en dessous de tes pieds. Là. Parce qu'un vélo en composite, ben, tu pèses sur tes pédales puis tu sens le vélo qui avance. Ouais. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Elle s'en va où, cette spaghetti-là? Ben, c'est perdu en déformation dans ton frame. Là. À ce point-là? Oui, mais ça se déforme. Oh, mais quand ça revient? Ça revient, mais si tu plies quelque chose bien souvent, ça finit par chauffer. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Tu perds... OK. Tu perds cette énergie-là. OK. Carrément. Comme tu viens de défaire tous mes rêves. Donc, il y a un trade-off à toutes les choix. Il y a un trade-off à toutes. Il y a une raison pourquoi il n'y a personne qui roule avec un frame en acier. Là. J'en ai eu un année de données gratuit, là, commandité. Ah ouais. Puis après la saison, je l'ai vendu. Là. C'était à cause du comportement routier qui ne correspondait pas à toi, à ton exigence de critérium. Là. Non, c'est ça. Parce que dans des courses, c'était pesant. Mon bicycle, il pesait genre 20 livres. Là. Ouais. Et 20 livres pour un bicycle à rim brake. Versus 15, ça fait une bonne différence. Ouais, c'était lourd. Ouais. Puis le vélo, il était rigide parce qu'il était lourd. Il y avait beaucoup de métal dedans. Ouais. Ça fait qu'il était rigide. Ouais. Mais t'avais pas cette rigidité-là dans le comportement routier ou le feel du vélo. C'était pas bon. OK. Donc, pour faire du cyclotourisme, des affaires comme ça, c'est parfait. Ouais. C'est résistant. Tu l'échappes à terre, il va pas casser. Faire de la course, c'est une autre histoire. Ouais. Donc, là, tu me parlais des gigapascales. Ouais. Donc, si on prend cette discussion-là puis qu'on l'amène sur les roues. Aujourd'hui, on va finir l'épisode en parlant des roues. OK. On voulait parler du type de carbone aussi. Ah, ouf! Oui. OK. Ben, fais-moi type de carbone, puis on parle des roues. parenthèse rapide. Là. Donc, dans toutes les marques de vélos, mettons, je vais revenir à notre Specialized de tout à l'heure. OK. Specialized, t'as le Comp, Expert, Swerk. Ouais. Je pense que c'est ça, là. Pro. T'as peut-être le Pro. Hein. Quelque chose comme ça. Puis là, ils vont te dire qu'ils ont comme 4 grades de carbone différents. Ouais. Puis chaque frame, il a la même shape. Ouais. Mais il y en a, tu sais, le Swerk qui est un peu plus léger que le Pro. Ouais. Le Pro est un peu plus léger que le Expert. Puis, c'est parce qu'ils vont enlever des couches de carbone dans le Swerk. Mm-hmm. Donc, si tu enlèves du carbone, le vélo, il va venir plus mou, moins rigide. Mm-hmm. Mais pour compenser ce manque de matériel-là, ils vont prendre des fibres de carbone qui sont plus rigides. OK. Donc, c'est des fibres qui sont un petit peu plus raffinées. Là. Mm-hmm. Le procédé de fabrication des fibres de carbone, c'est comme du graphite, là, dans le fond. Là. Donc, ils le font chauffer plus, puis il y a moins d'impuretés à l'intérieur, puis il est plus pur, donc il est plus solide. OK. Alors, sa rigidité, elle est meilleure, donc tu peux en mettre moins. Mais là, si tu en mets moins, ça vient avec des trade-offs. Ton vélo devient plus fragile. Ouais. C'est combien de vélos que tu as vu avec le top tube qui est fendu? À cause que le guidon, il a frappé dedans. Ouais. Donc, dans une optique de faire de la course, d'avoir un vélo plus fragile, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Pour un amateur qui paye son vélo. Oui, c'est ça. Pour quelqu'un qui veut juste avoir un beau vélo, avoir un Swerk, puis qui a les moyens de se le payer, qui fait pas de course, c'est pas nécessairement un enjeu. Là. C'est, normalement, tu vas faire ta groupe ride avec tes 3 amis, t'es pas supposé tomber. Là. Du moins, le moins possible. Donc... OK, ça explique un peu les qualités, c'est la pureté, finalement, pour pouvoir retirer du matériel puis garder les qualités. C'est ça, c'est la seule façon d'avoir un cadre qui est plus léger, c'est d'enlever du matériel. Puis ensuite, t'enlèves du matériel, il y a moins d'épais de matériel, donc il va être plus fragile. Puis le matériel là, avec lequel tu le formes, il est plus cassant parce qu'il est plus rigide. Ouais. Donc là, puis il change pas de poids, là, ou si peu, là, dans un sens. Là.
Malgré que non, tu sais, du carbone, on va dire du T1000, T800. Là. Ouais. C'est Toray, là, c'est une grosse compagnie qui fabrique des fibres de carbone. Du T1000, du T1200, puis du T800, ça pèse le même poids. Là. Okay. C'est juste que le T1000, il va être plus solide pour la même unité de carbone. Tu t'en mets une couche, ça va être un peu plus rigide. Là. Je comprends. OK, fait que si on fait le parallèle avec les roues, là, les roues, c'est quoi les propriétés qu'on recherche dans une roue? Tu sais, quand on bâtit, par exemple, une roue en carbone, est-ce qu'une roue en carbone, c'est une bonne idée, premièrement? Avec des freins à disque, je dirais que oui. Parce que tu freines plus sur la jante. Là. Ouais. C'est sûr, des freins sur jante avec une roue en carbone, c'est plus performant que des freins en aluminium. Mais après 3 ans à freiner sur ta jante en carbone, mais là, la jante est finie puis il faut la changer. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu plate. Là. C'est un des gros positifs des vélos avec des freins à disque. Là. C'est vraiment... Tu n'as plus besoin d'avoir un set de roues pour le printemps quand il fait beau, un set de roues pour tes courses... tout enroulé avec le même stock à l'année, puis si tu chutes pas, ça l'use pas. Là. Mm-hmm. Alors, dans des roues, tu as l'inertie de roulement. Donc, faire accélérer un truc en rotation, ça va te prendre un petit peu plus d'énergie que faire accélérer quelque chose de statique ou qui tourne pas. Ouais. Des forces centrifuges, etc. Mm-hmm. Donc, d'avoir une roue qui est plus légère, ben le vélo va être plus... va mieux répondre aux accélérations, etc. Parce que justement, il y aura moins de masse en mouvement. Oui, il faut avoir moins de masse en mouvement. Après ça, quand tu as des roues profilées, c'est comme avoir une grosse lentille sur ton appareil photo. Tu es un meilleur cycliste si tu as plus des roues profilées. Ouais. Donc ça, c'est un autre affaire intéressante. Mais en même temps, est-ce que dans certains contextes, moi je pense au triathlon, par exemple, sur un circuit plat, les gens vont décider que d'avoir de la masse à accélérer, c'est le trade-off, c'est difficile à accélérer, mais au moins ça garde plus sa vitesse. Il y a tout le temps un peu cet enjeu-là. Ça se peut-tu ou c'est un peu surfait? Non, ça c'est rien ne se perd, rien ne se crée. Là. Si tu l'accélères, ta roue... Si ta roue est plus légère, tu vas moins donner d'énergie pour accélérer, mais elle va garder sa vitesse moins longtemps. Ça change rien. C'est un parcours qui est plat, c'est beaucoup plus l'aérodynamisme qui va... d'où le profilage de ta roue. Qui va être important et non le poids. Là. Un vélo de contre-la-montre, il essaie pas de sauver du poids là-dessus parce que ça sert à rien. Là. C'est plus rigidité, puis... transfert de puissance puis aérodynamisme. Là. Ça va être notre prochain épisode, Nick. Ouais. Sur la performance. Mais là, ça va être un gros rant. Parce que c'est important, mais c'est pas important. On se retrouve pour ça. Donc, pour revenir aux qualités là, objectives d'une roue en composite, là, c'est vraiment... la roue, elle va être plus rigide. Ouais. Donc, le transfert de puissance va mieux se faire à la route. Là, tu es en train de me dire que la roue en acier, puis en aluminium, puis en alliage, c'est encore de la chaleur là, qui se perd? Donc, la roue en aluminium, ça flexe beaucoup plus. C'est lourd. C'est lourd, puis c'est pas aérodynamique. Okay. Donc, si tu veux avoir une roue en aluminium qui est aérodynamique, ça pourrait se faire. Mais là, ton set de roues va peser 3 kilos. Là. Ouais. Donc là, à ce moment-là, tu vas tourner ton bicycle, tu vas avoir l'impression d'avoir... je sais pas... Tu vas manquer de power steering. Là. Ouais, c'est ça. Ça tournera plus. Là, ça va juste aller en ligne droite. Okay. On se retrouve dans le prochain épisode. Nick, merci vraiment beaucoup pour m'avoir fait toucher les lamelles. C'était un grand moment pour moi. J'espère que plaisir que tu aies pu toucher à mes lamelles. Merci, Nick. Tu peux couper ça. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt.